Merci pour votre invitation à participer à cette conférence. Et permettez-moi de remercier mes amis Daniel Durand et Roland Nivet qui tiennent tenir les relations avec nous, les pacifistes au Balkan. Je suis heureuse d'encontrer aujourd'hui mes amis pacifistes et de faire nouvelles connaissances. J'ai reconnu les gens et les groupes de Facebook, pratiquement, et je vais parler vite parce que nous pouvons continuer nos discussions par Facebook, n'est-ce pas? Voilà. En acceptant cette invitation, je me suis trouvée devant une question, une tâche. Comment être utile et comment contribuer au mieux à la discussion? Je ne peux qu'expliquer nos expériences et nos leçons apprises durant la guerre en Yougoslavie, ainsi que mon expérience propre. Ce n'est pas facile, lier les expériences et la théorie. Voilà. Alors, la première association d'idées que j'ai eue sur le thème de mon exposé, celle européenne au service de la paix, était l'image des amis allemands, italiens, français, qui venaient chez nous dans les années 90 pour nous aider. Ils venaient toujours séparément. Chaque mouvement ou groupe n'opérait qu'au nom de leur propre pays ou nation. Peut-être que je ne suis pas bien informée aujourd'hui, mais je crois que cette image reste à ce jour fixée dans le temps et dans l'espace. Rappelons-nous cette image pour l'instant. La deuxième association d'idées que j'ai eue était celle de type d'aide. C'était en grande partie de l'aide humanitaire, bien sûr nécessaire dans un moment de conflit avec la pression énorme des réfugiés. Ça, c'était important. Beaucoup de vies ont été sauvées par nos actions, mais ni l'aide humanitaire, ni nos protestations quotidiennes, ni nos engagements énormes, ni les conférences n'ont affecté le conflit et n'ont arrêté la guerre. Tout le temps, j'avais l'impression que nous travaillons seulement sur les conséquences, mais pas du tout sur les causes de la guerre. Rappelons-nous aussi cette deuxième image. L'association d'idées le plus importante est peut-être que nous n'avions aucune idée de ce qui se passait. Bombardés par les bombes et les armes, mais par des mensonges venus de toutes parts, son téléphone ou autre lien entre nous, dans la situation pleine de peur, d'horreur, de guerre, nous n'avions pas une idée claire de ce qui se passait et nous ignorions que tenaient les décisions entre les semaines. Les voix et les attitudes des intellectuels européens ne nous parvenaient pas. Finalement, comme conséquence de la guerre, nous ne pouvons parler que des victimes, des gens tués, blessés, expulsés. Mais nous pouvons parler aussi des problèmes économiques et sociaux qui perdurent. Car dès lors que toute la population a été appauvrie, les fabriques détruites complètement. On a connu alors un chômage énorme, la perte ou la réduction significative des droits du travail, les pensions non rémunérées et réduites. Maintenant, elles sont pour la plupart de moins de 200 € en Croatie. La Croatie est le membre de l'Union européenne, moins de 150 € en Serbie et en Bosnie, etc. De telles orientations ont été suivies de contraintes idéologiques, de nationalisme, d'intolérance, de la haine. Dans ces conditions, la société est malade, sans force, sans futur, bloquée, colonialisée. Cette vue panoramique vise à dire combien il est important de travailler pour la paix au-delà de la guerre. Parce que quand on agit dans la guerre, il est impossible d'en arrêter le cours pendant des années. C'est ce que font dans une période tranquille les organisations et les mouvements comme le mouvement de paix en France, c'est-à-dire l'éducation à la non-violence et la culture de la paix.
Avec l'expérience que je viens de mentionner auparavant, je voudrais ajouter quelques observations et quelques connaissances relatives à ces efforts pour la paix. Pour les actions pour la paix, il est très important de comprendre la situation. Quels sont les intérêts impliqués dans le conflit? À qui bénéficient ces conflits? Quelles méthodes sont utilisées? Quels sont les objectifs des belligérants? C'est seulement alors que nous pourrons avoir des activités coordonnées, planifiées et efficaces. Je suis presque certaine qu'il n'est pas besoin de travailler beaucoup sur la nécessité d'une action commune dans le monde entièrement mondialisé d'aujourd'hui. Mais il me semble important d'attirer l'attention de tous ceux qui travaillent sur le paradigme de la paix sur 2 points. Le premier point concerne les idéologies et les pratiques néoconservatrices du capitalisme. Il ne s'agit pas du néolibéralisme, mais du néoconservativisme. Vous savez que les médias répètent toujours le terme néolibéralisme. Ce n'est pas le terme juste. Le terme juste, c'est néoconservativisme et les néocons, voilà, qui est moins connu, camouflé, trompeur et donc plus dangereux. L'idéologie provient des États-Unis. Son père était Irving Kristol, et ses suiveurs sont aussi les présidents Reagan, Bush, Trump. Elle a pour but d'annuler les conquêtes révolutionnaires et leur effet émancipateur. Elle a aussi pour but d'installer le capitalisme et de le définir comme l'un des seuls modèles de travail et de vie. C'est une idéologie pragmatique où la politique et le nationalisme agissent avec un mode opératoire qui place l'argent et l'intérêt comme valeur principale. Il ne fait aucun doute que cette idéologie modifie déjà l'image du monde, nos perceptions, et nous devons donc nous réorienter dans un tel contexte. Il me semble que ce serait une bonne suggestion à proposer aussi à la gauche en général. Chez nous, une telle politique a fait rétrograder la société. Nous sommes revenus 100 ans en arrière, vraiment 100 ans. Par exemple, ces jours-ci, nous avons dans plusieurs villes en Croatie une procession publique avec le corps d'un prêtre mort et embaumé de Padoue. C'est le résultat d'une politique pragmatique, c'est-à-dire c'est le résultat de la chasse aux électeurs catholiques. Mais là, ce n'est qu'un exemple bizarre d'application de cette idéologie. Le deuxième point concerne notre cohérence, nos convergences en tant qu'Européens. Je voudrais ici souligner combien est important pour nous l'héritage des pratiques et des idées de paix comme les coutumes pacifiques des populations partout en Europe. Moi, par exemple, je me souviens du modèle de convivialité en Bosnie qui a été cultivé pendant 5 siècles quand les religions sont entrées dans le pays. J'ai eu la chance de vivre dans cette société avant la guerre. Malheureusement, mes enfants n'ont pas eu cette chance. Il y a aussi l'héritage intellectuel, celui de Jean Jaurès, Bernard Shaw, Leo Tolstoï, Bertha von Suttner et beaucoup d'autres. J'ai récemment lu Simone Weil. J'ai trouvé très important les thèses de Simone Weil qui parlent de l'éradication des travailleurs, des paysans, des peuples et de la nécessité d'être enracinés dans les nouvelles valeurs et relations humaines. Pour nous, les pacifistes, ces pacifistes du Xe et XXe siècle sont les représentants d'un tel héritage qui nous permettent de nous renforcer, de nous enraciner pour agir ensemble avec plus d'efficacité. Maintenant, souvenez-vous de ma deuxième association d'idées au début de cet exposé, celle de l'inefficacité des actions pacifistes pendant la guerre.
Il ne reste qu'à agir de façon permanente et forte en période de paix. Et comment? Quels devraient être les sujets principaux de ce combat? Personnellement, je n'ai pas trouvé de meilleur argument que celui de Bertha von Suttner. Elle insiste sur 2 thèmes d'action. L'éducation, avec un changement de paradigme du héros de la guerre au héros de la paix, c'est-à-dire le changement de la conscience des gens. Et le thème de désarmement, en considérant que la guerre est un crime. Et rien d'autre, un crime. À ce stade, je vous prie de vous rappeler de mon association d'idées au début de cette présentation, quand j'ai parlé de notre expérience avec des mouvements et des groupes européens pendant la guerre en Yougoslavie. Elle pourrait être oubliée, mais malheureusement, ces dernières années, nous assistons à la restauration du concept de frontières dures en Europe, du fait des réfugiés et migrants. Les tendances nationalistes se sont renforcées avec cette politique d'État, mais aussi la xénophobie, l'intolérance et le fascisme. Comme vous maintenant, nous avions rejeté toute idée de guerre comme celle d'année 90. Mais depuis, pendant des années, suite à de nouvelles manipulations et violences, nos différences ethniques ou religieuses sont devenues les divisions, chaque jour plus profondes, génératrices de guerre à ce jour. La situation politique et économique est devenue insupportable. Ici, je me contenterai de dire brièvement, l'Europe, tous les peuples et toutes les nations ont fait l'expérience de 2 guerres terribles où le nationalisme était au cœur du conflit. C'est l'idéologie la plus dangereuse pour nous et je suis d'accord avec les intellectuels qui proposent une dénazification urgente partout en Europe. Ici, je voudrais souligner le nom de Anis Bariktarević, professeur à l'Université de Vienne, né à Sarajevo, qui est spécialiste en géopolitique et militant de l'idée de dénazification. Voilà. J'ai écrit encore beaucoup de choses, mais j'ajoute seulement une, parce qu'avec nous est députée européenne Madame Marie-Christine Vergiat. Pour nous, au Balkan, en ex-Yougoslavie, était et encore actuel le financement des groupes et des mouvements pour la paix, parce que nous sommes disparus à cause de cela. Pourquoi l'Assemblée européenne ne donne pas plus les lignes financières aux pacifistes, en Europe et au Balkan? Voilà. Je vous remercie de votre attention.